À partir de là, le but est de trouver tous les procédés possibles qui prouvent que le texte enlaidit la femme, dans le but d'être moqueur, et on trouve pas mal de contenu en lien. Alors, déjà, la comparaison de la baignoire avec un cercueil, on peut accentuer d'ailleurs le fait qu'il a une couleur verte, ce qui sous-entend qu'il est moisi ou sale. En fer blanc, donc quelque chose qui donne l'impression que c'est de mauvaise qualité. Ensuite, le contre-rejet de la tête, ici, qui annonce l'arrivée de la femme, mais qui détruit la musicalité dont on parlait en introduction. Ensuite, deuxième vers, donc les cheveux bruns fortement pommadés. Ici, nous avons une description qui appelle le sens de l'odorat, mais pas de manière agréable, vu que c'est fort, exagéré, et pommadé, qui est une odeur à la base qui est extrêmement... qui est qualifiée de désagréable, surtout à cette époque. Les pommades utilisées dans les cheveux n'étaient pas forcément agréables à sentir. Ensuite, le vers suivant, une vieille baignoire. Donc la vieille baignoire, on accentue l'aspect dégradé du matériel, mais aussi du coup, à travers ce matériel, l'aspect dégradé de la femme qui en sort. Alors, à partir de ce vers-ci, on trouve le verbe émerge, qui est connecté à la tête. Donc ça montre quand même la complexité de la phrase. D'ailleurs, elle pourrait passer très bien à un oral de base, en tant que question de grammaire, je veux dire. Donc, le verbe émerge ici, prépare, annonce, deux adjectifs, qui sont juste là, qui eux-mêmes donc qualifient la tête, mais aussi, à travers elle, bien sûr, la femme. Donc ici, c'est une synecdoque, la tête, c'est la partie pour le tout. On parle de la tête, mais ce qu'on sous-entend, c'est la femme. Donc cette femme qui est qualifiée de lente et bête, ce qui fait que ici on trouve ça permet d'imaginer un visage d'une personne animalisée, littéralement, parce que lente et bête, ça sous-entend que c'est une créature lente et bête, comme par exemple un bovin. Meuh. Alors cette déshumanisation, elle se retrouve aussi ici au vers 4. Notamment avec les déficits. Normalement ici les déficits c'est un terme lié au bâtiment, et le fait qu'il soit mal ravaudé, ça aussi c'est un terme lié au bâtiment. Donc c'est une métaphore qui implique que si elle avait été un bâtiment, elle serait en mauvais état. Strophe suivante. Alors ici on arrive du coup au cou, que Rimbaud qualifie de col, nomme col, ce qui rejoint la fameuse déshumanisation qu'on présente. Donc un col gras et gris. Alors, répétition de deux sons gr. On rappelle, c'est une allitération qui participe aussi à cette déshumanisation en soi, vu qu'ici on a vraiment l'impression de tomber face à une créature qui nous fait faire ces bruits-là ou qui fait elle-même ces bruits-là. L'un comme l'autre, ça déshumanise. Parce qu'un truc qui fait grrr, c'est pas forcément très agréable à observer. Ensuite, reprenons. Donc les omoplates sont larges. Ce qui ici n'est pas une qualité physique, surtout à cette époque. Donc ici, ce qu'on montre, c'est l'aspect grotesque du personnage. On trouve au vers suivant un rejet, ici, donc qui commence justement ce vers, et qui accentue la difformité des omoplates, vu que celle-ci saille. Alors ce rejet déconstruit à nouveau la musicalité du vers. Donc du coup, bon, ouais, petit aparté sur la musicalité. Les vers ici sont tous des alexandrins. Donc, 12 syllabes. On attend, du coup, pour des raisons esthétiques, une césure, donc ça veut dire une coupure, à l'hémistiche, c'est-à-dire au milieu du vers. Ce qui veut dire qu'on imagine, souvent, lorsqu'on lit un texte alexandrin, on attend une coupure 6-6. Mais les rejets et les contre-rejets qu'on observe depuis tout à l'heure,
détruisent cette musicalité, vu que cette fois-ci, par exemple, on tombe sur un 3-9. À la lecture expressive d'ailleurs, il serait très conseillé d'accentuer cette césure qui n'est pas l'hémistiche, afin de montrer justement la déconstruction des différents vers et le rythme justement qui est volontairement cassé par Rimbaud. Bon, je reprends. Alors, le dos court. Ça aussi, c'est un qualificatif qui rend le personnage grotesque, qui rentre et qui ressort. Alors, la construction de la phrase, qui est répétitif, presque anaphorique, plus cette personnification d'un dos qui rentre et qui ressort, comme s'il était vivant, donne l'impression justement encore plus d'être face non pas à une créature humaine, mais à quelque chose qui bouge de son plein gré. Donc c'est encore une fois, ça accentue cette fameuse déshumanisation qu'on est en train de chercher. La parodie, elle est forte ici parce que le dos, à la base, c'est une partie du corps qui a des courbes, et sur une Vénus plus classique, ce serait une partie attirante, admirable. Et ici, elle est enlaidie par un mouvement. Ici, on a le mouvement qui est anormal à ce stade. Un dos qui rentre et qui ressort, on ne sait même pas de quoi, on suppose qu'il rentre et ressort de lui-même. Rimbaud continue sa description descendante vers les reins. Il parle de leur rondeur, encore une fois un qualificatif grotesque. Il présente ce corps de manière à mettre en valeur tout ce qui n'est pas flatteur, parce qu'ici, du coup, on comprend que la femme est grasse. Mais il en parle de manière lyrique, parce qu'il dit que ces rondeurs prennent de l'essor. L'essor, de base, c'est un terme plutôt poétiquement valorisant, c'est une amplification. Ça donne vraiment l'impression d'être face à quelque chose qui prend vie, mais cette fois-ci de manière esthétiquement, poétiquement belle. Alors ensuite, on a une métaphore qui suit, la graisse paraît en feuilles plates. Pareil, on a aussi un détournement encore du mouvement, enfin pas du mouvement, pardon, du lyrisme, parce que le lyrisme fait souvent référence à la nature, à la beauté de la nature. Ici, c'est totalement détourné, vu que cette nature, elle est associée à la graisse de la femme, ça rend le tout ridicule, et donc, logiquement, parodique. Ensuite, strophe suivante, les hanches. Donc ici, qualifiées d'échine. Alors, pour ceux qui demandaient, voilà l'échine. Ensuite, donc cette échine, terme médical, mais aussi qui est associé au cochon, donc l'échine de porc, par exemple, voilà, miam miam. Donc c'est un terme à relier à l'animalisation de la femme. Cette échine est un peu rouge, un terme qui met en valeur justement le fait que c'est une description, et surtout, comme on le devine, c'est pas une couleur de peau très élégante. Normalement, une Vénus un peu plus classique, elle est qualifiée justement par rapport à sa blancheur, pas au fait qu'elle est rouge. On devine presque une maladie ici. Ensuite, nous trouvons un nouveau sujet de phrase, le tout. Encore un terme qui déshumanise beaucoup la femme, vu qu'elle est même plus pensée, présentée comme un être pensant, elle est présentée comme un tout. Ce tout sans un goût. Donc ici, c'est un joli mélange de sens entre l'odorat et le goût, justement, qui permet d'imaginer quelque chose déjà qui est à la fois dérangeant et désagréable. Ce goût, un petit rejet ici. Donc, qui est présenté comme étant horrible, étrangement. Donc, ici, on a deux termes paradoxaux. Paradoxe. C'est à la fois horrible et c'est étrange. Le vers se poursuit avec un on, ce qui est intéressant, parce que le on sous-entend qu'il s'agit du narrateur, donc du poète, mais aussi, il n'est pas seul, du lecteur. Ce qui donne l'impression justement que nous sommes
là pour assister à ce spectacle de Vénus sortant de sa baignoire, qui donne aussi un petit peu l'impression qu'on pourrait être qualifié de voyeur. Mais oui, Rimbaud est coquin. On continue donc. Qu'est-ce que fait ce on? Ce on remarque. Quand je disais qu'il y avait un aspect de voyeur, c'est qu'en plus on insiste sur le fait qu'on observe en détail le personnage. Donc on ne se prive pas justement de mater. Qu'on remarque quoi? Des singularités qu'il faut voir à la loupe. Encore une fois, une accentuation sur le fait qu'il faut regarder en détail. Et les singularités qui déshumanisent le personnage. Parce qu'encore une fois, les singularités ne devraient pas être associées à un être humain, mais plutôt à un objet ou à une créature qui n'est pas dont on n'a pas besoin du consentement. On remarque même 3 petits points de suspension ici qui présentent un silence, une pause, comme pour laisser le temps au lecteur d'imaginer ces fameuses singularités, avant de passer à la dernière strophe. Donc en dernière strophe, la description, on l'a déjà dit ici, on passe justement sur la partie basse du bassin. La description s'attarde sur les parties intimes du corps, et donc on commence par les reins, qui souvent sont présentés justement comme une partie sensuelle. Sauf que ici, ces reins portent de noms gravés et pas tatoués. Donc encore une déshumanisation de la femme, une déshumanisation de sa peau. Normalement, ce qu'on grave, c'est plutôt une sculpture, donc comme du marbre ou du bois. On peut imaginer la texture de la peau grâce à ça aussi, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a de gravé? Il y a gravé Clara Vénus. On a déjà vu les références en classe. C'est une petite parodie discrète à Louise Labbé, qui a écrit Claire Vénus, un poème justement ensonné qui décrivait la beauté de la déesse Vénus qui sort de l'eau. C'est dans le vers suivant, on commence par un petit tiré qui donne l'impression que l'auteur fait une digression, comme si la suite n'était pas connectée à ce qu'il décrivait auparavant. C'est encore justement un des petits aspects de ces déconstructions de ces poèmes. À partir de là, on trouve tout ce corps. Encore une fois, une synecdoque, comme tout à l'heure au-dessus. On avait une synecdoque avec la tête, ici. Maintenant, on a une synecdoque avec le corps. Donc, déshumanisante, c'est pas une femme, c'est un corps qui remue. Alors ici, remuer, ça sous-entend quand même une certaine maladresse, donc des gestes maladroits. Et tend sa large croupe. Alors pour ceux qui veulent savoir où est la croupe, c'est là. Voilà. Donc, la croupe qui est qualifiée encore une fois de large, toujours un qualificatif en laidissant ici. On arrive sur une très jolie oxymore, belle hideusement. Donc un adjectif belle avec un adverbe hideusement. Qui transforme le portrait. Elle est belle parce qu'elle est fascinante, elle est hideuse pour tous les éléments enlaidissants qu'on a déjà cités. Et enfin, bien sûr, l'apothéose du poème, notre fameux, il finit avec un ulcère à l'anus. Alors pour ceux qui veulent savoir à quoi ça ressemble, je ne le montrerai pas. Ni l'ulcère, ni l'anus, merci. Mais ça permet surtout à Rimbaud, et c'est le truc qu'il voulait faire, de faire rimer anus avec Vénus. Donc une rime volontairement moqueuse, volontairement parodique, qui permet justement de terminer, comme je l'ai dit tout à l'heure, en apothéose. Bien, pour la conclusion, ce sera pour une prochaine vidéo.